Merci d'être là. Bienvenue. Bienvenue à cette 5e édition des femmes de métier. Alors, vous expliquez les femmes de métier. Jean, tout à l'heure, vous a donné un petit peu quelques consignes au niveau de comment ça se passe, la captation et tout, mais peut-être vous faire une mise en contexte. Les femmes de métier, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une initiative du studio documentaire du programme français de l'Office national du film du Canada. Et au studio documentaire, l'année passée, ma collègue Nathalie Cloutier, qui a animé celle de l'année dernière, et moi, on réfléchissait à faire des discussions publiques avec les gens du milieu, mais aussi, à un moment donné, on s'est dit qu'on aimerait faire des discussions où on donnait le focus sur les femmes. Et donc, les femmes de métier, c'est rien d'autre qu'une discussion conviviale, interactive avec vous, interactive entre ces trois belles personnes, pour donner accès à le métier, comment on travaille, leur vécu, comment elles exercent leur métier. Et ce soir, donc, le métier qui est mis en valeur, c'est le métier de recherchiste. Alors, c'est ça, les femmes de métier. Et je vais vous présenter maintenant nos trois invités. Et puis, je vais prendre le temps de lire leur biofilmo, parce que vous allez voir que c'est des femmes qui ont tout un parcours. Alors, je vais juste prendre le temps de les lire. Alors, on commence avec Nancy Marcotte. Donc, Nancy, elle est recherchiste en documentaire depuis plus de 25 ans. Elle est aussi vice-présidente de l'Association des recherchistes en audiovisuel du Canada. Parmi les récents films auxquels elle a travaillé, mentionnons Cargos, La face cachée du fret, Montréal New Wave, pour lesquels elle a été mise en nomination pour de nombreux Gémeaux. Le prix à payer, Surviving Progress, des films qui ont fait beaucoup de bruit. Elle a également coécrit un film qui s'appelle Brasilia, Life After Design. Récemment, elle a collaboré à de nombreux documentaires internationaux, dont Mercury 13, Inside Lehman Brothers, Second Eldorado et la prestigieuse série télévisée américaine Frontline. Ça, c'est pour Nancy qui est avec nous. Julie! Et j'ai coupé 3 pages. Julie Laferrière. Alors, Julie Laferrière travaille pour la radio, la télévision, le cinéma depuis une 20aine d'années, même si elle a l'air d'avoir 12 ans. Très polyvalente, elle fait d'abord partie d'équipes de recherche primées aux Gémeaux pour des émissions qui se passent de présentations comme Christiane Charette, Les Francs-Tireurs, puis chroniqueuse culturelle à la première chaîne de Radio-Canada. Elle est recherchiste pour le cinéma, autant en fiction, un film comme Dédé à travers les brumes, qu'en documentaire, Les enfants de Tchernobyl. Son parcours de recherchiste et de journaliste chroniqueuse l'amène à assurer les entrevues et l'animation de 2 séries documentaires pour TV5, Des écoles pas comme les autres et Marcher sur Terre, puis à co-scénariser la série documentaire qui est en ondes en ce moment, oui. Faire œuvre utile, qui a gagné un Gémeaux il y a cette année. Oui. Et en plus, réaliser des séries de balados. Et en plus, elle trouve le temps de venir enseigner ici à l'INIS. Alors ça, c'est pour Julie. Bienvenue, Julie. Voilà. La dernière et non la moindre, Catherine Emmanuelle Brunet, titulaire d'un baccalauréat en communication de l'Université Concordia et un diplôme en arts et technologies des médias du cégep de Jonquière. Elle se consacre entre autres à la recherche depuis la fin de ses études en 2016 et a déjà à son actif plusieurs titres comme recherchiste en documentaire, que ce soit pour les longs métrages Ainsi soit-elle, Rêveuse de ville ou la télévision David Saint-Jacques en orbite, pour lequel elle a été mise en nomination aux Gémeaux, ou les séries Sacrés objets, Classe à part et Classe à part. Dans ses projets, elle a pu explorer différentes plateformes et approches transmédiatiques. Tu nous expliqueras ce que c'est. Elle termine actuellement la recherche de contenu et d'archives pour le long-métrage documentaire André Chagnon. Et elle anime également une émission radio de critique littéraire. Voilà pour Catherine. La particularité des discussions des femmes de métier, le dénominateur commun, c'est qu'on a toujours voulu que ce soit transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on a toujours invité des femmes qui avaient un parcours de longue date, de moyen, et des gens qui débutent dans le métier, parce qu'on trouvait ça vraiment intéressant d'avoir des discussions où les parcours sont différents, mais aussi des générations différentes, parce que ça apporte des éclairages et des discussions encore plus riches.
Alors, métier recherchiste, n'est-ce pas? Plusieurs pensent, quand on dit ce mot-là, recherchiste, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est un métier de l'ombre? Est-ce que c'est un métier méconnu? Un métier qui est majoritairement occupé par des femmes? Mais c'est un métier à multiples facettes. Il y a plusieurs profils de recherchistes. Toutes les trois, vous avez vos spécialités, des parcours différents. Donc, on va passer une heure absolument palpitante parce que ces trois-là, ils ont du millage et ils ont plein d'histoires riches à raconter. Alors, on commence. Et puis, j'avais envie de commencer avec une question. Je commencerai avec Julie. Parce que quand on a fait la recherche, la discussion préparatoire, je leur ai demandé à toutes, mais comment vous avez commencé dans le milieu? Comment vous avez commencé dans ce métier? Et j'ai appris, je ne le savais pas, qu'il n'y a pas de formation pour devenir recherchiste. Donc, toutes les trois m'ont expliqué à quel point elles se sont formées elles-mêmes. Et des fois, la façon de rentrer dans le métier, ça se fait d'une façon un petit peu plus cocasse et bizarroïde qu'on peut s'imaginer. Fait que je commencerai avec un petit extrait qui concerne Julie. On va vous faire écouter quelque chose, puis c'est elle qui va vous raconter de quoi il s'agit. Alors, on peut lancer le petit extrait audio. Your Majesty, I'm really stressed out of these days. I'm sure you are. Yes. We've been following it with great interest. The Canadian political situation is very critical. Yes. Our own latest polls are showing that the separatists are going to win the referendum of the independence of Quebec. Well, it sounds as though the referendum may go the wrong way. But we still have some hope because there is still a large number of undecided voters. Yes. We deeply believe that should Your Majesty have the kindness to make a public intervention, we think that your words could give back to the citizens of Quebec the pride of being members of a united country. I mean, I know I have said whilst I've been in Canada, I've tried to give the same message. So, do you think you can tell that on national television? Well, listen, can you hang on a minute? Yes. Yes. Wait a minute. Of course. Robert, he does want me to do exactly what you think. Go on Canadian television. What should I say? Right? Right. Right. Do you think you could give me a text of what you'd like me to say? Sure. Could you fax me a text? Of course, Your Majesty. And I can get back to you this evening. Okay. And I would probably be able to do something for you. Oh, thank you, Your Majesty. No problem. No, I can do that. Okay. I mean, it would have to be moitié, wouldn't it? It would have to be half English, half French. Okay, half and half. Yes. And if you could let me have a text. My personal secretary, Bob Binet, write the text. And after my other secretary, Gina Robidoux, fax to your machine. Yes. And you receive these texts. Bah, Merci. Parce que ça continue pendant... Alors, Julie, Souvenir. Qui nous parle et comment... Donc, quel a été ton rôle dans ce qu'on vient d'entendre? Alors, vous aurez compris que ce n'était pas le vrai Jean Chrétien, mais c'était la vraie Reine Élisabeth. C'était en octobre 1995. En fait, c'était à l'aube du 30 octobre, au moment du référendum. Et tu le disais, Colette, il n'y a pas de formation universitaire ou autre en recherche. Moi, je terminais un bac en littérature, puis là, il fallait que je travaille. Alors, de fil en aiguille, je vous épargne les détails, mais je me retrouve à travailler avec cette gang de fous
qui étaient loin d'être fous, en fait. C'était des gens très politisés, très informés et tout, et qui aimaient faire des canulars. Ils avaient réussi à accrocher le pape. Les Bleus Poudres, à l'époque. Les Bleus Poudres. Voilà. Donc, oui, ce groupe d'humoristes, les Bleus Poudres. Donc, devant la situation critique des élections, ils ont l'idée d'appeler la reine. Alors, ils entrent dans mon bureau et disent, Julie, on aimerait appeler la reine. Je dis, bonne chance. Non, tu ne comprends pas, c'est que c'est toi qui vas l'appeler. C'est toi qui vas trouver le numéro, puis c'est toi qui vas devoir attacher tout ça. Donc, ça a été, je vous dirais, un cours assez accéléré de débrouillardise, de comment trouver un numéro, comment faire un pitch. Je ne vous cacherai pas que je n'appelais pas en mon nom. J'étais un personnage, mais je devais développer un langage diplomatique et à n'importe quel moment, je pouvais faire foirer l'affaire. Donc, pendant une semaine, ça a reposé sur mes épaules. Donc, j'avais des petits cartons avec les bons termes, Her Majesty, Would you have the kindness? Puis là, j'avais un faux cellulaire branché dans l'adapteur de mon grille-pain dans mon petit appartement. En tout cas, ça a été une aventure folle qui, au terme de tout ça, est venue aux oreilles de Christiane Charette, parce que ça a beaucoup fait parler, peut-être certains s'en rappellent à l'époque. Puis elle s'est dit, c'est pas Pierre Brassard qui a appelé la reine. Qui a fait ça? Et c'est comme ça que mon métier a commencé. Et quand cette femme est venue me chercher, qui était Christiane Charette, qui était à la barre d'une émission extrêmement rigoureuse, parce que tous les jours, on faisait des dossiers, ça pouvait toucher le droit, la politique, les arts. Donc, il fallait que tu sois hyper polyvalent, très souple, très... il fallait assurer. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous faites erreur. Là. Moi, j'ai juste fait un coup au téléphone, comprenez-vous? Puis elle a dit, mais moi, je veux bien t'essayer. Puis ça a duré 2 ans, puis ça a été formidable. Donc, voilà comment, pour moi, ça a commencé. C'est dire que des fois, on pense, quand on parle d'une recherchiste, les gens peuvent s'imaginer des gens qui passent leur temps dans les bibliothèques à chercher des archives et des documents, mais la recherche, ça peut aller... Vous êtes appelé à faire des choses maintenant absolument incroyables, puis c'est de ça dont on va parler, c'est qu'on trouve, en fait, qu'est-ce que ça fait une recherchiste? Tu viens de donner un exemple comme ça. Très concret. Une recherchiste, là, dans les faits, là, ça fait quoi? Catherine, toi, quand on t'approche puis on te dit, d'abord, qui t'approche et comment, qu'est-ce qu'on te demande de faire? C'est vrai qu'on est quand même dans les métiers du cinéma et de la télévision, donc... Mais je pense que ça fait un peu de tout, puis ça dépend du projet. Puis la première tâche d'une recherchiste, ça va être de poser les bonnes questions à la personne qui l'approche. Le producteur, que ce soit un producteur, un réalisateur, une directrice de contenu, un directeur de contenu, s'assurer que le projet est bien cerné, c'est la première des tâches. Puis ensuite, bien, ça peut être rat de laboratoire, à la BANQ dans les archives, à fouiller, essayer de trouver l'élément que tu vas pouvoir comprendre l'entièreté de l'histoire. Ça peut être écouter énormément de documentaires animaliers parce que tu as un sujet qui est sur la nature, sur les animaux. Ça peut être aussi appeler des gens, trouver des numéros de téléphone, appeler des anciens agents de la SQ à la retraite, trouver leur numéro, les déranger pendant leur retraite puis dire « Voudrais-tu me parler du cas de 91? » Donc, je pense que c'est varié, c'est énormément varié, puis c'est comment tu es capable de bien cerner le projet, puis c'est quoi les besoins, puis aller chercher ensuite les outils pour t'amener à répondre à ces besoins-là. Nancy, comment tu es arrivée dans ce métier-là, toi? Peut-être, d'abord, dis-nous quel profil de recherchiste tu es, parce qu'il y a plusieurs profils de recherchistes. On a vu Julie Catherine. Toi, quel profil de recherchiste as-tu, puis comment tu as commencé dans le métier? Okay. Bien, comment j'ai commencé dans le métier? Moi, j'ai une formation d'anthropologie. Alors, quand tu es en sciences sociales, veux pas, pour faire tes travaux, il faut une certaine base de recherche, de rigueur analytique, journalistique, etc. Donc, déjà là, la formation, j'avais une maîtrise en anthropologie. Déjà, ça me donnait comme une base. Et aussi, en anthropologie, j'avais fait beaucoup de films en ethno-cinématographie. Donc, tu sais, j'étais comme un peu tombée dedans, là, si on peut dire, même avant de commencer à travailler comme recherchiste. Là. Puis par la suite, bien, à cette époque-là, c'était comme la fin des années 70 et c'était un moment très fort du féminisme. Alors, j'avais joint le groupe Intervention Vidéo. Donc, ça a été comme pour moi aussi une école parce qu'au groupe Intervention Vidéo, on faisait tout. Là. On faisait de la promotion, de la diffusion, on partait avec des télévisions, puis on a rencontré des groupes, puis on faisait de l'animation, on faisait des demandes de subventions. Tu sais, c'était vraiment toute cette école-là là, que j'ai faite, si on peut dire. Comment je suis arrivée à
ciblé ou focusé sur la recherche, c'est un petit peu par hasard. Puis c'est un peu par le biais de la recherche d'archives. Oui. J'ai comme travaillé sur une série qui s'appelait Clipart, c'est-à-dire on faisait le pilote avec Diane Poitras et Ian Boyd, et moi j'étais supposément d'être la productrice déléguée sur le projet. Mais c'était un projet d'archives. Donc, il fallait que quelqu'un fasse ça. Fait que là, j'ai commencé à prendre le téléphone, appeler du monde, avoir des bonnes discussions avec ces gens-là. Puis au bout de la ligne, j'ai fait le pilote au niveau des archives. Puis je me suis dit, ben c'est passionnant, tu rencontres toutes sortes de monde. Puis en plus de ça, comme tu dis, il faut que tu te prépares. T'sais, si j'appelais, moi, Delvaux en France, il fallait que je sache qui il était, que je fasse semblant que je connaissais tous ses films. T'sais. Alors, il fallait une dose de comment je pourrais dire ça, d'être capable de foncer. D'audace, oui. D'audace et de... Ouais. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me spécialiser en recherche. Puis, bon, c'est venu tout naturellement, la recherche contenu. Puis souvent, sur les projets que j'ai travaillés, j'ai fait de la recherche contenu et j'ai fait de la recherche d'archives, ce qui était comme un peu logique, dans le fond, parce que, tu sais, je connaissais le contenu, je connaissais les gens que j'étais allée chercher. Puis là, c'est beaucoup plus facile de passer, de continuer, si on peut dire, dans le même sens. Puis comme tu dis, il faut être multiple. Il faut que tu connaisses autant les animaux que, tu sais, genre la politique québécoise, les enjeux internationaux. Il faut que tu saches bien écrire parce que souvent, quand tu fais de la recherche, il faut que le nom de la personne, qui des fois est très difficile à prononcer, faut que si tu veux trouver quelque chose dessus, il faut que tu développes tous ces outils-là pour être capable Puis, il n'y a pas un projet pareil. Dépendamment de l'équipe avec laquelle tu travailles, il y en a qui ont des forces X, fait que toi, tu compenses sur d'autres affaires. Il y en a qui n'ont pas de force pantoute, donc tu prends tout. Et effectivement, comme tu disais, c'est souvent un métier de femme. C'est souvent un métier de femme. Mais qui vous approche? Qui vous engage? Est-ce que c'est plus les cinéastes ou c'est les producteurs? C'est les producteurs, moi, qui m'approchent. Toi, c'est les producteurs? Toi, Julie? Bien, moi, ça a été très différent d'une fois à l'autre. Mais je vous dirais que dernièrement, ça a été plutôt des scénaristes. Moi, c'était plus à l'étape de scénario ou réalisateur. Mais c'est vrai aussi que des fois, on tombe dans des familles aussi où il y a un lien de confiance qui s'établit. Mais j'aimerais rebondir sur deux mots que vous avez dit que je trouve hyper éloquents par rapport à ce métier-là. C'est l'audace puis la polyvalence. Ouais. Je pense que ça, il faut développer ça au maximum parce que c'est des outils plus que précieux, c'est essentiel, je dirais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, totalement. Sinon, autres gens qui approchent, il y a un phénomène dans le milieu de la recherche où on est un petit groupe. On finit par beaucoup se connaître. C'est sûr qu'après ça, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles personnes qui s'ajoutent au groupe des recherchistes, mais je me fais souvent approcher par d'autres recherchistes, peut-être aussi par mon statut un peu plus, disons, de la relève. J'ai beaucoup de recherchistes qui n'ont pas le temps de faire certaines choses, puis qui vont m'appeler puis dire « Ah, est-ce que tu aurais le temps, toi? » Donc, on s'appelle aussi beaucoup entre nous, parce qu'on finit par développer une relation de confiance aussi avec d'autres recherchistes. Donc, on se passe souvent des mandats. Donc, des fois, c'est les producteurs, mais des fois, c'est carrément la recherchiste qui est sur le projet qui n'arrive pas. Là. Il y a aussi des fois, comme tu commences à travailler, comme moi j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Claude Labrec, à un moment donné, on devient des amis, on va manger ensemble, puis genre finalement, à chaque fois, c'est lui qui prenait le téléphone, puis il disait, ben là, j'ai un nouveau projet, veux-tu m'aider là-dessus? T'sais? Fait qu'on se fait des familles, du monde avec qui on se sent à l'aise, qui nous font confiance, parce que c'est important la confiance là-dedans, bien parce sûr. Que, tu sais, je veux dire, sinon ça peut être infernal. Là, je vous écoute, c'est sûr que votre travail, vous êtes vraiment, vraiment en lien avec le réalisateur. Par contre, moi, j'entends souvent des réalisateurs qui disent « Moi, il faut que je fasse ma propre recherche ». Très souvent, la démarche de réalisation, je vais parler du documentaire, les réalisateurs font leur propre recherche parce que c'est leur façon de s'approprier le sujet, de rentrer et d'avoir un lien, d'être en maîtrise de leur sujet, de leur film, de ce qu'ils font. Je vous dirais, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd quand on partage cet aspect-là du travail dans la fabrication d'un film? Qu'est-ce qu'un réalisateur gagne à travailler avec une recherchiste? Tu sais, parce que dans la pratique du docu, on voit souvent les réalisateurs, ils n'engagent pas de recherchistes. On le voit peut-être un peu plus vers la télé, ou est-ce que je me trompe, j'ai une fausse perception des choses? Je vais répondre à demi.
à ta question en disant que, selon moi, le mariage des deux est peut-être le mieux. C'est-à-dire qu'un réalisateur ou une réalisatrice qui va prendre à bras-le-corps sa matière, mais qui va aussi travailler de concert. Moi, ça a été mon cas. Je vais vous parler de mon expérience avec Jean-Philippe Duval pour Dédé à travers les brumes. C'était un travail colossal de recherche parce que tout allait reposer sur les protagonistes qui étaient encore vivants. Peut-être nous contextualiser. Donc, le Dédé film. à travers les brumes. Oui, tu avais raison. Donc, Dédé à travers les brumes, c'était un film qui retraçait la vie de Dédé Fortin, des colocs. Donc, la plupart des gens qui ont gravité autour de Dédé Fortin étaient toujours vivants. Et Jean-Philippe, son souhait, c'était d'écrire un scénario qui allait décoller un peu de la réalité, mais qui allait quand même reposer sur des faits réels. Donc, les personnages principaux, ils venaient les rencontrer avec moi. Il y en a certains pour qui c'était plus délicat qu'ils les rencontraient seuls, mais moi, j'en ai rencontré beaucoup de mon côté. Puis en mettant tout ça ensemble, ça permettait de mettre mon sentiment, le sien, et ça enrichit beaucoup, je crois. En fait, je le sais, parce qu'il me l'a dit, il m'a dit ça rendait ça plus riche et multicouche, parce qu'à un moment donné, vous le savez, quand on a le nez collé sur un projet, on manque de perspective, et je crois que le travail de concert permet une perspective. Ça, c'est par rapport au personnage. Oui, ou même, je pense que ça pourrait coller au documentaire aussi. Par rapport au sujet. Oui, juste à la collaboration. Ouais. Mais il y a toujours un plus à gagner. Je pense entre autres à un projet sur lequel je travaille présentement où ça l'aide au niveau des intervenants qu'on va avoir dans le projet. C'est que la recherchiste, elle va aller gratter tous les petits bobos au téléphone, en pré-entrevue, aborder tous les sujets du monde, poser des questions un petit peu bizarres. Mais quand arrive le temps où c'est le réalisateur, lui, il a déjà tout ce bagage-là, puis il y a une autre relation avec l'intervenant. Il n'y a pas la même que la recherchiste, puis parfois même tout le travail de dire « Ah, ça, il est malaisé, ça ». C'est comme si on était capable de déjà faire un filtre, puis ensuite, le réalisateur, lui, il a quasiment le beau rôle, puis il développe une autre relation avec l'intervenant qui va être 100 fois plus positive des fois qu'avec la recherche au départ. Donc moi, ça m'est arrivé souvent de dire « Ah, ben tu pourras lui dire que c'est ma recherchiste qui demande ça, là, c'est pas moi ». Quasiment de jouer deux rôles pour arriver à avoir des informations différentes auprès d'un seul intervenant. Mais des fois, il y a des intervenants qui c'est des spécialistes. Puis là, tu joues sur... tu marches sur des œufs. Parce que moi, je me suis déjà fait répondre, tu as juste à lire mon livre, je veux dire, puis tu m'enverras tes questions. Des fois, il y a comme ça dépend du type d'intervenant. Puis, je veux dire, faut savoir doser. Puis des fois, il y a des gens qui ont comme des... j'ai fait un truc sur l'avortement, puis il fallait que je parle à des femmes qui avaient vécu l'avortement. Je leur posais plein de questions. Puis des fois, j'avais une certaine pudeur parce que je voyais que, c'était... il n'était pas capable d'en parler. Puis je disais, écoute, c'est pas grave. Je veux dire, en tout cas, si jamais tu participes au documentaire, tu prendras la décision de dire comment tu te sentais ou pas. Des fois, il y a comme certaines affaires qui font en sorte que tu pousses, mais tu ne peux pas comme pas totalement pousser, dépendamment des personnes que tu interviews. Là, mais puis aussi des premiers ministres ou des anciens ministres de la Santé, ils n'ont pas grand temps à perdre. Fait qu'il faut que tu sois précise, il faut que tu essaies de les embarquer dans quelque chose comme en disant, tu sais que c'est des gens qui sont éloquents, qui sont capables de rendre la marchandise, mais il faut juste que tu essaies de voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Puis tu ne peux pas poser 20 questions. Là, mais tu prépares mieux le réalisateur de faisant tout ça avant à sa place. C'est ça. Quand j'ai fait Le Petit Prince, je veux dire... Explique-nous, c'est quoi Le Petit Prince? C'est un film de Hugo Latulippe où il revisitait Le Petit Prince avec des intervenants comme Dany Laferrière, comme Emmanuel Schmitt, etc. Fait que moi, je faisais les pré-entrevues. Là, souvent, le monde dit mon Dieu, j'ai lu ça à l'école. Peux-tu me rappeler? Là? Je ne me rappelle plus bien de ça. Puis là, j'allais à la pêche. Là. Je disais, c'est quel personnage que tu aimais mieux? Le renard. Le renard. Oh, mais tu sais, je voyais que des fois, les gens étaient complètement, perdus. Fait que, j'ai rappelé, puis finalement, je trouvais que, je disais à Hugo, il me semble que je ne suis pas allée bien loin là-dedans. Mais il dit, non, c'est pas grave. J'ai vu c'était quoi le potentiel, puis je vais être capable de pousser. Il y a toutes sortes de situations auxquelles tu fais. Puis tu sais, du monde, des fois, qui bloque. Là, je veux dire, il y en a que tu as envie de raccrocher parce qu'ils te racontent leur vie, puis ça lâche pas. Mais tu sais, je veux dire, c'est du cas par cas. C'est incroyable. Là. Fait qu'on vous demande de trouver des personnages, on vous demande de trouver des images, des archives, des lieux, des situations. Donc, vous bâtissez le film quand même avec le réalisateur. Fait que
moi, je poserais peut-être la question qui tue. C'est un peu tôt dans la discussion, mais je la lance. Oui, tu nous tues vite. Je vous tue. Mais où s'arrête la recherche et où commence la scénarisation dans votre lien avec le réalisateur? Parce que quand on trouve le personnage, après, comment vous passez le bébé au réalisateur? Si justement, tu dis que vous faites un lien au téléphone avec les personnages, mais après, vous n'êtes pas sur les tournages, la passation, elle se fait comment? Des fois, les personnages ne sont pas contents qu'on soit pas. Hein? Elle ne vient pas. Tu sais, c'est comme ils ont établi une relation. Lien de confiance. Oui, c'est ça, c'est pas évident. Catherine, où s'arrête la recherche, où commence la scénarisation? J'espérais que tu commences pas par moi, parce que je me suis dit les autres, plus anciennes, vont savoir mieux que moi, parce que moi, je suis encore dans ces questions. C'est énormément difficile de faire le deuil au moment donné où je remets ma recherche, où là, les tournages, je suis toujours en train de dire, puis, comment ça a été? Est-ce que je peux avoir les détails? Qu'est-ce qui a répondu à telle question? Comment c'est? J'ai vraiment de la difficulté à faire la coupure parce que je viens à être très émotive sur les projets dans lesquels je travaille. Ça, c'est un point. Puis l'autre point, je pense que c'est facile aussi de s'éparpiller puis oublier qu'on rentre là, dans la scénarisation, oublier dans une conversation, dans un meeting avec toute l'équipe, avec le scénariste, le réalisateur, que ce que tu es en train de dire, les commentaires que tu es en train de dire, bien, ça concerne la réalisation, ça concerne la scénarisation. Moi, je m'éparpille aussi beaucoup comme ça. Mais je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a beaucoup de réception au Québec pour ça. Les équipes sont très ouvertes. On n'est pas nécessairement obligé de rester toujours dans notre rôle, puis il y a beaucoup de fluidité, puis il y a beaucoup d'ouverture, puis surtout avec les petites équipes. En documentaire, on est souvent des petites équipes. Donc, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'elle est fluide et elle évolue continuellement avec les gens avec qui tu travailles. Puis il s'agit juste de communiquer, puis qu'eux te disent et où la limite. Qu'eux disent « merci, maintenant je le prends ». Moi, je voudrais rajouter que moi, quand j'ai commencé à faire des recherches, c'était des entrevues, des rapports de recherche, des mises en contexte, tu sais, genre, bon, la situation de l'avortement au Québec, les groupes qui ont travaillé là-dessus, les centres, etc. Aujourd'hui, il faut presque que tu la scénarises, la recherche. Il faut vraiment que tu la scénarises, il faut que tu mettes le potentiel visuel, qu'est-ce que l'intervenant peut dire, peut faire, il a l'air de quoi, tu sais, c'est comme vraiment, fait que je suis pas juste en train de l'interviewer, je suis sur YouTube, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Oui. Tu sais, genre, il rend-tu son message, etc. Fait que, tu sais, c'est une affaire que je trouve qui est de plus en plus, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, souvent, quand je travaille là, en télévision, j'ai un petit cachet Sartec de scénarisation. Minime, mais quand même, que je trouve que c'est parfaitement normal d'avoir ça. Et tu négocies ça avec le producteur en début de travail ou c'est quelque chose qui, au fil, tu vois comment les choses évoluent, là, tu dis, ben là, je suis quasiment en train de scénariser, puis tu sais, ta négociation, elle se passe à ce moment-là? Oui, mais souvent, maintenant, il y a comme déjà des maisons de production qui ont déjà ce réflexe-là. Ouais. OK. Ouais. Parce que c'est une culture qui se développe de plus en plus dans ce sens-là. Puis moi, mon expérience, c'est que quand j'étais recherchiste pour des émissions de télé, je travaillais pour des animateurs, des animatrices. Donc là, je faisais vraiment, franchement, des rapports de recherche. Ouais. Puis eux s'en servaient pour faire leurs entrevues. Les expériences de recherche que j'ai eues en documentaire, j'ai toujours été co-scénariste jusqu'à la dernière où là, vraiment, j'étais co-scénariste avec un réalisateur ou une réalisatrice unique, mais dans le cas de Faire œuvre utile, on est deux. C'est l'idée d'Émilie Perrault. Donc, Émilie et moi, on se partage à la fois les histoires à trouver, les contacts qu'on doit faire. Donc, ça repose sur des entrevues. Encore là, le potentiel visuel qui peut nourrir tout ça. Puis, on écrit, chacun, on est responsable de nos scénarios. Donc, pour moi, la co-scénarisation est inhérente à la recherche depuis, je vous dirais, les 8 dernières années. C'est toujours intégré. Il y a vraiment une partie qui s'appelle collaboration au contenu qui rémunère la recherche pure, puis un cachet Sartec qui est pour la scénarisation ou la co-scénarisation. Donc, c'est vraiment en train vraiment de changer. De cette façon-là. Oui, il y a une mutation vers ça, ce qui est assez heureux, je pense. Oui. Tu es bien placé, excuse-moi. Oui. Tu es bien placé pour faire ça, parce que, tu sais, quand j'avais fait les États au pied du mur, tu sais, je vais comme on va avoir des migrants, on va être au Maroc, on va leur montrer les images d'eux autres qu'on a expulsés dans le désert, puis on va voir comment est-ce qu'ils réagissent.
Puis là, le réalisateur a dit c'est une petite bonne idée. Tu sais, c'est parce que Vous dans les donnez faits, vos t'es un idées, peu en là, plus. c'est un peu normal Oui. que tu fasses des ponts. Tu sais. Oui. Fait que, tu sais, c'est inhérent. Les deux sont vraiment très proches. C'est quoi votre expérience avec la coordination? Parce que moi, ça m'arrive souvent là, que la ligne est quasiment plus proche même qu'avec la scénarisation, la coordination. Je suis rendue à savoir les vacances de tout le monde pour booker les trucs à la bonne place, qui est végétarien, qui n'est pas végétarien, les lunchs vont arriver à quelle heure, les entrevues vont commencer. Tu sais, je suis beaucoup plus proche de la coordination, même parfois que la scénarisation. On empêche beaucoup dans la job recherchiste. Là. Je vous écoute, là, il y a beaucoup... il y a une recherchiste, on va lui demander. Ça, peut-être que la recherchiste pourrait faire ça. C'est un peu... Il faut être vraiment très souple, puis ça vous prend vraiment, en fait, aussi une grande culture cinématographique. Je veux dire, vous n'êtes pas... vous êtes vraiment... je dirais pas... c'est pas de la co-réalisation, je ne veux pas du tout amener la discussion là-dessus, mais vous êtes vraiment au service des projets. Donc, il y a un aspect très créatif. Vous êtes des femmes créatives. Bien, oui, je pense qu'il faut être créatif parce qu'on travaille pour un médium où c'est l'image, où c'est pas... Même la littérature est très vivante aussi, mais c'est sûr qu'il faut pouvoir penser en image, penser en son, penser en projet de cette nature-là. Mais... en réfléchissant au travail tellement en amont, je ne sais pas si vous seriez d'accord pour dire que la recherche est à une œuvre ce que le montage est. C'est comme si ce qui était le prologue et l'épilogue, mais qui en même temps, c'est deux écritures qui se passent, un au tout premier balbutiement, puis l'autre à la fin. Je pense que c'est un input, si vous me prêtez l'anglicisme, qui est aussi important que le montage. C'est des métiers passionnants. Quand tu as posé la question « Pourquoi une recherchiste ?», je voudrais aborder la question des recherches d'archives. Oui. Parce que la recherche d'archives, c'est très spécialisé. Puis ça demande vraiment des professionnels. Il y en a dans la salle qui sont de notre association. Donc, qui ont le know-how et qui savent, là, telle affaire, je ne peux pas toucher, je vais me brûler. Telle autre affaire, il faut vraiment, comme... Oui, les archives, c'est vraiment... Il faut vraiment connaître. Puis, nous, on a une association, l'Association des recherchistes en audiovisuel du Canada. On s'entraide. C'est là que tu vois que c'est vraiment une organisation de femmes. On est à l'horizontale, on s'entraide. Des fois, tu en as une qui écrit « Au secours, j'ai besoin d'archives en Corée du Nord. » Puis là, tout le monde répond « Corée du Nord. » Et c'est vraiment dans ce sens-là là, que c'est... En tout cas, la recherche d'archives, c'est quelque chose... Il faut vraiment des spécialistes là, pour Mais c'est de l'art pour les gens comme moi qui commencent, là. Est-ce que tu poses des questions niaiseuses, puis là, tu te dis, coudonc, ils vont-tu me juger? Mais tu y vas parce que tu sais qu'ils non. Tu le sais que c'est ouvert, puis tu le sais qu'ils vont te traiter comme si ça faisait 20 ans que tu faisais ça ou 2 ans. Mais quand tu dis ça, c'est pour trouver l'image, la pépite, ou bien la libération de droit, avoir le droit de l'exploiter? Les deux. C'est ça qui Elles sont passionnantes. Vous avez des questions, je ne peux pas croire. Oui. Ça, c'est Marie-Josée Ferron. Bonjour, Marie-Josée Ferron. Sur le conseil d'administration de notre association. Allô, Nancy. Allô, Marie-Josée. Bonjour. Bonjour, Julie. Ça va bien? Oui, on se connaît depuis longtemps. En fait, j'avais une question pour vous, à savoir, est-ce que vous tombez toujours en amour avec vos sujets ou est-ce que vous finissez toujours par les embrasser ou il y a des fois des sujets qui vont rester des espèces de boulets tout le long? Est-ce que je peux répondre spontanément? Ben oui. Oui. Moi, je tombe en amour systématiquement. Des fois, c'est pas l'amour à première vue, là, mais dès qu'on se met... C'est drôle parce que dans les cours, les formations que je donne ici, c'est une des premières choses que je dis. Il n'y a pas un sujet qui n'a pas un potentiel. Il n'y a pas un sujet qui est plate. Il n'y a pas un sujet où on ne peut pas trouver un angle. Si le sujet monolithique lui-même ne vous inspire pas, il y a moyen de trouver un biais, une façon. Alors, puis il faut tomber en amour. Puis des fois, c'est des sujets sur lesquels on va travailler longtemps. C'est comme une thèse de doctorat. Tu sais, si ton sujet t'intéresse le jour 1, il faut qu'il t'intéresse encore dans 4, 5 ans, 6 ans. Donc, en tout cas, pour ma part, je dois répondre que oui. Moi, quand je sens que je ne tomberai pas en amour avec un projet, je ne le prends pas. Ça, c'est honnête. Catherine? Tellement. Trop. Je pense trop. Non, mais pour vrai, trop. Puis,
tu sais, les seules choses que je trouve parfois un peu désagréables, là, parce que là, ça a l'air tout beau et tout pas... mais c'est parfois, ça va m'arriver de ne pas aimer une relation de négociation d'archives pour les raisons évidentes que des fois, l'autre bord du mur est complètement fermé. Puis là, tu expliques que c'est pour l'histoire, puis que l'archive est tellement importante pour raconter l'histoire, puis il se braque, puis il dit non, c'est 50 000, je veux rien savoir. Tu es comme, oh mon Dieu, tu sais, moi, je pensais l'avoir gratuitement. C'est les seuls moments, c'est les seuls moments qui sont difficiles. Mais le reste, c'est de la passion, amour pur. Une autre question? Est-ce que vous, des fois, vous faites de l'insomnie? Oui. Moi, j'en ai fait beaucoup par rapport à des personnes. Parce qu'il y a ça dont on n'a pas parlé encore, mais ça prend de l'audace, ça prend de la curiosité, ça prend de la polyvalence, ça prend beaucoup de psychologie aussi, parce que des fois, tout dépendant des sujets, on peut aller, tu l'as dit tout à l'heure, des fois, on dérange quelqu'un dans sa vie. On dérange le monde, tu sais. Puis il faut savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où il faut s'arrêter. En même temps, on a des gens qui nous poussent en disant qu'il faut aller le plus loin possible, c'est ça le sujet, il faut que la personne ose en parler, sinon c'est pas bon. Alors, moi, ça m'a empêché de dormir des fois en me disant que j'étais allée trop loin ou je l'ai trop dérangé, lui. Ou même, je vais vous dire, la reine, après, je me sentais mal de l'avoir dérangée. Je me disais, c'est une vieille madame. Déjà, en 95, elle était vieille. Donc oui, des scrupules, oui. Oui, mais on en avait parlé aussi, cette espèce d'impression que moi, je ne pensais pas devoir convaincre les gens de participer au documentaire. Je ne pensais pas que ça faisait partie de ma description de tâche. Et ça l'a fait partie beaucoup, et ça fait partie de mon insomnie. Même chose que toi. Je me dis, oh mon Dieu, va-t-il dire oui? Va-t-il accepter de parler de son deuil quelconque? Ou, tu sais, des fois, c'est des sujets très difficiles. Puis, on travaille avec des humains. On travaille avec majoritairement des humains. Souvent, les gens pensent qu'on travaille avec des faits, des données. Oui, mais ces données-là, c'est quelqu'un qui nous les a données. C'est un spécialiste, c'est un humain, c'est tout le temps des humains. Puis ça crée de l'insomnie. Est-ce qu'il y a un aspect de votre métier qui a changé avec tout ce qui entoure maintenant le foisonnement d'informations, l'océan d'informations qu'on peut trouver sur Internet, la façon dont les gens, le rapport, la vie privée, la vie publique, vous avez, quand vous cherchez des personnages, vous avez accès à leur compte Facebook. Je veux dire, vous avez accès à tellement de choses depuis Internet et l'ère numérique. Est-ce que ça affecte votre métier, même sur ce qui est vrai, ce qui est faux, par exemple? Ou en quoi ça affecte votre métier? Ça l'aide, mais parce qu'avant ça, on faisait ça par téléphone, par fax, on allait dans les bibliothèques. Le processus était lent, t'sais. Mais sauf qu'effectivement, le fait que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, le fait que ça va vite, faut vraiment être vite sur la gâchette, là, parce que, je veux dire, en quelque part, avec toute l'information qu'on a, je veux dire, ça multiplie les possibilités dans les faits. Ça multiplie les possibilités. Moi, je suis à deux vitesses par rapport à ça. Je trouve qu'effectivement, ça accélère le processus énormément, des fois, pour trouver des gens, pour entrer en contact. Mais je trouve que surtout en documentaire ou peu importe la nature du projet, c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Contacter quelqu'un, ouvrir le dialogue, veut pas, on a beau aller super vite par Messenger, par Facebook, tout ça, oui, mais bon an, mal an, il va falloir prendre le temps éventuellement d'avoir une vraie discussion. Et tu es comme Christian Bégin, ta question est à deux vitesses parce que ça aide aussi et ça nuit tout ce flot d'images. Oui. Tu disais, Catherine, que ça t'étonnait de devoir convaincre les gens comme ça. Je ne sais pas, toi, Nancy, quand tu as commencé, moi, quand j'ai commencé, les gens étaient hyper flattés qu'on s'intéresse à eux puis qu'on leur dise, écoutez, on voudrait immortaliser devant une caméra votre témoignage. Aujourd'hui, les gens, ça les énerve plus, là. Tout le monde se filme, tout le monde se met en scène, tout le monde se YouTube. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui convaincre quelqu'un de la légitimité d'aller se mettre devant une caméra puis de livrer un témoignage. Donc, ça aide et ça nuit, je dirais. Catherine? Des mauvaises expériences aussi. Il y a des personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Est-ce que tu as vécu une mauvaise expérience avec un personnage, par exemple, que tu as mis toute ta délicatesse et toute ta passion à la convaincre de participer à un film, et ensuite, la personne est déçue et regrette. Tu sais, le film sort et tout. Est-ce que j'ai entendu des histoires. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai pas connu le avant Facebook. Voilà. J'ai commencé mon métier, il y avait Facebook. Donc, je peux pas vraiment parler pour la différence entre les deux. Moi, je le vois comme un outil. Par contre,
par rapport à la recherche d'archives, je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir m'aider un peu là-dessus, Nancy, mais souvent, les réalisateurs ont vu l'archive. Oui, 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 ça existe, je suis sûre, ça existe, je l'ai vu. Puis ça, j'ai l'impression que les médias sociaux ou le flot d'informations crée ça. Comme, ben oui, c'est sûr qu'il y a un spécialiste qui a fait 12 000 études là-dessus. Là. On dirait que les gens sont tellement habitués d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'images, qu'ils sont persuadés de l'existence des choses. Ils ont des déjà-vus, mais qui n'existent pas. Oui. Bien dit. Aussi, c'est pas parce que tu as vu quelque chose sur YouTube que c'est accessible, Bien qu'on sûr. connaît les droits, Bien qu'on sûr. peut se payer les droits. Bien sûr. Il y a comme des fois des rumeurs urbaines comme de quoi c'est sur YouTube. Ben c'est sur YouTube. Il a mis ça sur YouTube, ça veut dire, tu sais, moi, je peux l'utiliser. Mais, tu sais, je veux dire, souvent, nous autres, en recherche d'archives, il faut éduquer les producteurs. Puis ce qui est étonnant, c'est que ça rentre par là puis ça sort par là. C'est vrai. C'est une éducation constante à faire. Donc, Internet, ça a un impact majeur, là. Il y a avant puis après. Mais toi, tu n'as connu rien d'autre. Et tu me disais, dans nos discussions préparatoires, tu vas sur les comptes Facebook de tes personnages. Je veux que tu me racontes ça. Ah oui. Bien, c'est parce que c'est drôle parce qu'on en a parlé un peu en début de conversation. Vous l'avez fait les deux de se créer un personnage pour parler à quelqu'un ou de bien se préparer, de pas bullshiter, mais d'avoir des informations dans ta poche pour être capable de bien convaincre la personne ou bien faire ton travail. C'est la même chose avec Facebook. Moi, j'utilise Facebook beaucoup pour ça. Quand je sais que je dois convaincre quelqu'un de participer pour un documentaire, je vais faire un tour sur sa page puis je regarde si elle tripe plus sur les chiens ou sur les chats. Puis je sais un petit peu quel genre de personne à qui je vais m'adresser. Je sais que c'est un peu sneaky, je sais. Mais rechercher, c'est très sneaky. C'est sneaky être recherché. Je pense. Oui. Vous n'avez pas l'air très sneaky. On vous découvre, là, vous commencez à être démasqué. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que ça déteint sur vous dans vos personnalités, ça, dans le quotidien? Moi, je suis la fun fac dans les soupers. C'est comme, ah oui, c'est vrai, mais ça n'a jamais rapport. Puis quand les gens me demandent de l'expliquer, je ne le sais pas, je m'en rappelle pas. Mais oui, je dirais que ça a un petit impact comme ça, mais anecdotique. Moi, je ne sais pas si c'est la nature qui fait que ma nature qui fait que j'ai fait ce travail ou le travail qui a déteint sur moi, mais je sais que je pose beaucoup de questions. Ça c'est une formation professionnelle. Puis des fois, on commence des soupers, puis je pose des questions. Puis là, un moment donné, puis toi, mais toi, là, quand tu as fait ça, alors c'est un peu... mais je ne sais pas si c'est ma nature. C'est difficile de voir qui est l'œuf ou la poule. Toi, Nancy? Oui, des fois, ma copine, elle me dit, coudon, il faut s'arrêter. L'enquête. J'ai l'impression que tu vas la mettre dans un documentaire. Tu sais. Arrête de poser des questions. Ah oui, c'est ça. Donc toi aussi, c'est ça. Ouais, on mitraille, ouais, des fois. Ouais. Des questions dans la salle? Il y a Jean est prêt avec le micro. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas de questions pour ces femmes tellement passionnées et pleines d'anecdotes et de vécus et de métiers. Parce que nous, on en a pour vous. Ben oui. Alors, là, c'est drôle, on l'a abordé un petit peu au niveau de tu sais, tu disais tout à l'heure, Catherine, ouais, parce que là, ça a l'air tout beau et tout, mais il y a quand même des aspects difficiles dans ce métier-là. J'irais toucher, mais très brièvement, parce qu'on se dit tout avec les femmes de métier. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on travaille, quand on a le métier de recherchiste? Est-ce que les efforts, la quantité de travail, est-ce que vous êtes heureuse monétairement? Ben, quand on nous paye, oui. Parce que ça peut même arriver que c'est très rare, là, mais c'est arrivé parfois. Je sais, Nancy, oui. que toi, c'était arrivé, puis t'es pas la seule. C'est très dur d'augmenter nos prix. D'accord. Moi, là, ça fait 10 ans que je suis au même tarif. Puis, tu sais, surtout en recherche d'archives, j'ai tellement développé des skills, là, tu sais, que je trouve que des fois, il me semble un petit 25$ de plus, là, ça serait vraiment bien mérité. Parce que, tu sais, je veux dire, quand tu engages quelqu'un comme moi, ben, tu sais, je sais où aller chercher les affaires, puis je garde toutes mes affaires. Fait que là, tu sais, si j'ai travaillé sur mai 68, quelqu'un me demande les manifestations, je vais fouiller dans ma petite cassette, puis tu sais, c'est déjà du pré-livré, si on peut dire. Je trouve que, en tout cas, si jamais un jour on a une association professionnelle qui nous représente, peut-être que cette question-là sera peut-être plus réglée. Je me plains pas, non, mais je trouve que c'est très dur d'augmenter un peu le mais tu as tarif. aussi un rôle de consultante. Bien souvent, là, les producteurs, les productrices t'appellent pour te poser des questions, mais tu n'es pas payé. Et tu me racontais souvent, c'est des trucs comme ça, ça a une valeur, puis on dirait que les gens ne le considèrent pas.
me disait, ben là, on s'est parlé 35$. Tu sais, je trouve ça un peu cheap. Ouais. Surtout qu'à l'association, Parle dans ton micro, on dit Nancy. aux producteurs, consultez-nous, parce que, tu sais, vous arrivez en fin de parcours, vous avez un budget comme peau de chagrin, puis on ne peut pas rien faire avec Parle ça. dans ton Consultez-nous. Fait que, tu sais, c'est un peu navrant que de mettre le timer pour ça. Là. On le fait parce qu'on a bonne conscience là-dessus. Hein, les filles? Hein? Puis, je crois que ça peut devenir plus lucratif. On parlait tout à l'heure de la mutation vers la co-scénarisation. Ça, je crois que c'est une planche de salut qui est intéressante pour bonifier un peu les tarifs de recherche pure. Mais la recherche pure, je pense que ça peut être très honnêtement rémunéré, mais il ne faut pas sous-estimer le temps. C'est-à-dire que je pense que là où ça devient pas payant, c'est quand on évalue qu'une recherche va prendre 2 jours puis que ça en prend 16. Donc, je crois qu'il faut, quand tu disais, quand on rencontre la personne qui fait appel à nous pour un projet, il faut poser les bonnes questions puis bien évaluer combien de temps ça va prendre. Puis, toujours, pas doubler, mais par exemple, quand on se dit, OK, je vais appeler cette personne-là, je vais lui parler 20 minutes, ça va être 40. Je vais réécouter l'entrevue, je vais prendre des notes, ça va me prendre une demi-heure. Non, c'est 1 heure. Ça prend du temps. Il faut mettre le temps pour bien faire les choses. Donc, pas avoir peur de mettre la bonne valeur de temps. Puis ça, bien, au final, ça finit par être plus décent. Comme, Mais j'imagine que ça s'apprend à force d'essai-erreur. Fait que toi, Catherine, pas que tu commences, mais quand même, tu commences dans le métier. Est-ce que des fois, tu te dis, merde, j'ai mal évalué? Ou, puis après ça, il y a le lien de travail. On est solidaire d'un projet, puis on se sent comme mal de revenir, puis de renégocier. Puis tu dis, tant pis. Est-ce que comment on apprend ça? C'est à force d'en faire, en fait. Oui. À force de se tromper, on finit par plus se tromper. Mais c'est drôle parce que cette relation-là avec l'argent, elle est toujours particulière. Ou tu sais, combien de temps tu mets sur un projet, tout ça, parce que quand on dit une journée, nous, on est souvent payé à la journée. Voilà, une journée. Moi, une journée, c'est 8 heures. Mais comment je fais? Tu sais, est-ce que si je prends une petite pause, ça compte-tu là-dedans? Tu sais, puis j'ai tendance à devenir comme quasiment compter mes minutes, puis là, ajouter les trucs, puis en fait, m'assurer que j'ai effectivement bien fait 8 heures concentrées non-stop sur un truc avant de le charger. C'est donc, il y a cette relation-là aussi avec est-ce que j'en ai fait assez? Moi, je suis plus dans l'effet inverse. Commençant aussi, j'ai toujours l'impression de me dire est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que je mérite l'argent qui m'est donné? C'est plus dans ces réflexions-là qui, je l'espère, va finir par évoluer, mais... C'est parce qu'on oublie que souvent, il y a quelqu'un qui nous appelle à 7 heures le soir, puis qu'on ne va pas nécessairement le calculer. Tu n'es pas là tout le temps. Moi, je calcule mes heures. J'ai une espèce de... Dans la semaine, je me mets des colonnes avec les différents projets. Puis, tu sais, c'est sûr que quand je descends en bas, parce que je travaille en haut dans mon bureau, puis qu'il y a des choses qui se passent, je les oublie. Là, fait que... moi, à ta place, Mais c'est dur parce qu'on travaille avec plusieurs projets en même temps. Puis ça, je pense que c'est un élément qui a peut-être changé dans le métier de recherchiste quand j'entends celles qui le font depuis plusieurs années. Il y a eu une époque où tu avais un projet pendant des mois et des mois. Maintenant, ça, c'est révolu. Moi, le plus long projet que j'ai fait, c'est 4 mois. Donc, ça veut dire que continuellement, il faut tout le temps que tu te mettes dans un nouveau projet. Puis souvent, ben, l'autre n'est pas fini. Tu en as 3-4 en même temps. J'ai jamais eu une période où j'ai eu un seul projet. Donc, comment tu fais un appel pour un truc, 3 secondes après, un appel pour un truc, pendant que tu écris un courriel pour un autre projet? Le calcul du temps devient de plus en plus compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut peut-être, on réfléchit, c'est très... oui. Peut-être qu'il faut évaluer ça plus au potentiel du projet, au niveau de ce que ça représente comme implication, comme engagement de temps. Puis après ça, le prendre dans un tout. Peut-être moins découper ça en heures ouvrables. Je peux-tu juste dire aussi que dans la discussion, Marie-Josée, tu iras après, souvent, ils rajoutent des choses aussi. Oui. Tu fais la recherche qui était entendue, puis là, tu dis « Ah, on s'en va dans cette piste-là. » Puis là, c'est là que des fois, oups, tu as déjà un contrat, genre, ben là, tu mentionnes, ben oui, peut-être qu'il va falloir réouvrir mon contrat, mais c'est souvent comme ça qu'on se fait un peu enfariner, si on peut dire. Oui, c'est parce que la création, c'est ça, c'est que c'est pas rigide, c'est souple, c'est poreux, ça, mais... On a une question, je crois. Oui, c'est encore moi. Ben oui, en fait, c'est un peu dans la même lancée. Je me dis, il y a aussi un sujet qui est assez tabou, c'est la tarification en fonction de l'expérience, de
du projet, etc. Comme ce n'est pas des métiers, bon, enfin, quand tu es scénariste ou que tu es officiellement scénariste, ça fonctionne avec des tarifs Sartec, mais sinon, il n'y a pas de barème existant, à moins de s'en parler. Comment vous gérez ça? En tout cas, je sais qu'en recherche d'archives, c'est un peu compliqué parce que, je veux dire, juste dans notre association, c'est chaque personne qui met son tarif. Puis c'est arrivé qu'une personne qui avait beaucoup moins d'expérience que moi, qui avait mis comme 50 pièces de plus par jour, fait que comment tu deals avec ça? Moi, c'est pas à moi de lui dire, écoute, tu demandes trop. Mais en même temps, c'est délicat parce que, justement, on essaie à l'association d'avoir des barèmes, mais c'est délicat. C'est délicat parce que, je veux dire, tu peux effectivement avoir un doctorat, puis travailler en recherche, puis dire que ça vaut tant. Qui suis-je, moi, pour dire non, tu devrais être chargé moins? Fait que, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est ça. Oui. Quand tu as un contrat qui est UDA ou Sartec, tu n'as pas de questions à te poser, les tarifs sont préétablis. Il y a quelque chose d'un peu impressionniste par rapport aux tarifs de recherche, mais je dirais qu'éventuellement, c'est l'expérience qui compte. Puis tu finis par arriver à mettre une valeur sur, puis là, je vais me contredire sur ce que je te disais, il ne faut peut-être pas compter ça en heures puis en journée, mais à te dire, bon, moi, je suis rendue avec 20 ans d'expérience, 15 ans, 10 ans, 5 ans, à temps par jour. Puis, vous évaluez que ça va vous prendre un mois, ce projet-là. Bon, ben voilà, moi, ce que je vous chargerai. Puis là, après ça, bien sûr, vient la crainte de, oui, mais la culture n'a pas d'argent, puis ils vont aller vers quelqu'un qui va charger moins cher. Mais ça, c'est tous les postes, dans tous les postes de création. Surtout en ce moment. Tout à fait, mais oui. Mais tu avais dit quelque chose, Nancy, sur le fait que ça stagne, puis j'ai l'impression que c'est vraiment vrai. Puis, le premier contrat que j'ai été payé en recherche, j'étais avec une autre recherchiste, puis elle m'a dit, pour le fun, comme, c'est quoi ton tarif? Et tout, quand je lui ai donné mon tarif, elle m'a dit, oh mon Dieu, c'était le tarif que j'avais, moi, à 20 ans, il y a presque 25 ans, tu sais. Fait que c'est comme si les tarifs étaient toujours les mêmes depuis toujours. Depuis toujours. Alors qu'ils ne pourraient pas faire ça avec l'ARC, la Sartec, la SACD ou l'UDA. Alors, on vient de mettre à jour qu'il y aurait peut-être une petite réflexion sur... mais où peut-on, excusez-moi, où peut-on trouver des références de taux pour une recherchiste? Ah, voilà, bonne question. Je suis dans cette situation en ce moment. Aidez-moi. OK. Je pense que c'est de parler à des collègues. À des collègues qui font ce métier-là depuis à peu près le même temps que vous. Mais vous êtes mes nouvelles collègues. Voilà! Peut-être vous dire un mot après la discussion. Oui. Mais c'est vrai que c'est embêtant, ce flou artistique-là. C'est très embêtant. C'est très particulier de votre métier. Dans les discussions préparatoires, Julie, tu disais, c'est un métier avec beaucoup de zones floues, comme beaucoup de métiers quand il s'agit de création. Mais le vôtre, je trouve particulièrement... Puis est-ce que c'est un hasard que c'est quasiment juste des femmes qui font ces métiers-là? Parce que, justement, on se disait, si on résume les qualités essentielles pour être heureuse dans ce métier-là, il y en a beaucoup, là. C'est pas... Il y en a énormément. Si on les reprend, tout ce qu'on a dit depuis le début de la discussion, il faut avoir... qualité humaine, rentrer en contact avec les gens, comprendre le réalisateur parfois plus que lui-même, son projet, être la gardienne au niveau éthique avec les personnages, être la garante des coûts, parce que c'est toi, Nancy, dans les archives, souvent, qui va lever le drapeau, dire, bien là, vos archives, je regarde votre budget, donc c'est vaste, là, votre travail. C'est très, très vaste. Et puis, il n'y a pas de tarif normé. C'est quand même particulier. Ceci explique peut-être. Mais moi, ce que je trouve réjouissant, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe. C'est des métiers passionnants. C'est très réjouissant. Oui. Là, non, puis ce que je trouve réjouissant, c'est que ça change. Parce que je vous dirais que dans les équipes, en tout cas télé, comme tout le monde en parle, plus on est de fous, plus on lit, les équipes de radio, de télé, il y a des garçons maintenant dans les équipes de recherche. Le fait qu'en documentaire, les équipes soient moins étoffées, souvent les journalistes doivent faire leurs recherches. Donc, il y a quelque chose qui vient à changer. Dans le cours que je donne à l'INIS, j'ai invité une femme passionnante qui s'appelle, puis là, j'ai peur de massacrer son nom de famille parce que je l'ai rebaptisée dans ma tête. Elle s'appelle Manuelle, je crois, Légaré. C'est elle qui a eu l'idée de Le Dernier Soir, qui est
une série que peut-être certains ont vue sur Tout.tv qui retrace un cold case, un crime non résolu qui s'est passé dans les années 70. Et puis, elle a eu l'idée, elle a initié le projet, elle a été co-scénariste, elle a été productrice au contenu, et c'est elle qui a contacté, quand tu disais des fois, des fois il faut réveiller des fantômes et tout ça. Puis je vous dis ça parce que vous que la recherche intéresse et que vous faites ce métier. Elle, pour contrer la froideur d'Internet et des courriels, elle a écrit des lettres manuscrites aux personnages qu'elle essayait de retracer. Donc, il y a cette implication-là qui fait que le visage de la recherche prend de plus en plus de forme. C'est vraiment polymorphe. Puis ce cas-là, je trouve, est un bon exemple de initiatrice du projet, à productrice au contenu, à recherchiste, à co-scénariste. Et ça va peut-être faire changer les tarifs aussi. Parce que tout va être tellement imbriqué intimement qu'on n'aura pas le choix de tarifer ça. Je sais pas, je rêve. C'est passionnant. Un conseil. Mettons, il y a dans la salle peut-être une personne timide là, qui est venue parce qu'elle se dit peut-être ce métier-là m'intéresserait et j'aurais envie de devenir recherchiste. Puis, le premier conseil à donner pour rentrer dans ce métier-là de la bonne façon, puis comment y faire sa place, quel serait-il? C'est une belle et grande question. Ça va avec une personnalité. Ça va avec une personnalité. Tu sais, c'est comme genre, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais d'une certaine manière. Comment on trouve son premier contrat? Comment tu trouves ton premier contrat? Comment on commence? Pareil, comment on fait pour travailler comme recherchiste? Par être pas payé et faire un stage. Je sais qu'il y a énormément de débats là-dessus, là, surtout sur le groupe des recherchistes. Je ne rentrerai pas là-dedans. Non, mais c'est intéressant. Tous les gens que j'ai parlé qui sont dans mon groupe d'âge élargi, qui ont commencé comme recherche, ont commencé par un premier contrat stagiaire à aider quelqu'un, à faire « Ah, t'as de l'air dans le jus, t'as-tu besoin d'aide? Comme pas obligé de me payer, je vais juste commencer par t'aider et tout. » Puis là, tranquillement, pas vite, tu deviens indispensable. Et quand tu le sais que tu es indispensable, là, tu peux dire est-ce que tu penses qu'on pourrait, pour le prochain mois, pour débloquer un petit budget? Puis, je pense que c'est peut-être une des voies. Ça a été la mienne. Je ne sais pas si c'est la seule et unique, je ne crois pas, mais c'est une voie à envisager. Intéressant. Bien, oui, moi je pense que ça, c'est parce que je me rappelle quand j'ai commencé sur Christiane Charette, il y avait effectivement des stagiaires qui ont fini par gagner des équipes de recherche et tout ça. Je pense qu'effectivement, ça, c'est une voie. Comme Nancy, je pense aussi que c'est une nature. Je pense que tôt ou tard, vous allez avoir affaire à des humains, à part pour les documentaires animaliers. Il faut aimer le monde. Si vous êtes le moindrement misanthrope, pas bon. Il faut aimer le monde. Puis, comme tu disais, il n'y a pas d'heure. Il y a des gens qui vont vous appeler le samedi matin. Il y a des gens que vous allez devoir aller rencontrer, qui vont demander, moi, j'aimerais mieux qu'on se rencontre. Alors, il faut avoir le goût d'aller prendre des cafés, de prendre soin. Puis, ça nous revient aussi parce que on entend des histoires fabuleuses. On a accès, puis ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a des accès privilégiés à des gens, à des situations, à des contextes, à des histoires de vie qui, des fois, nous seront racontées juste en coulisses. Ça ne se passera pas devant les caméras parce qu'il y a une caméra. C'est ça, moi, comme j'ai eu la chance de faire les deux, des fois d'avoir accès à des rapports de recherche puis de rencontrer la personne sur le terrain, ben dans le rapport de recherche, des fois, il y avait des perles. Puis ça, tu le disais, des fois, tu dis « c'était tellement bon le rapport de recherche, pourquoi il n'a pas posé cette question-là? » Ben, des fois, c'est parce que l'intervenant se ferme un peu plus puis il y a une pudeur. Donc, ça ne se passe pas de la même façon quand il y a une caméra. Alors, ça donne lieu à des moments très intenses et très beaux, mais ça demande beaucoup de dons de soi aussi. Oui. Je pense que aussi, se rappeler, moi, j'ai toujours une petite voix en arrière qui me dit « Oublie pas, Catherine, les gens aiment quand même parler d'eux. » Parce qu'on a parlé beaucoup d'on dérange les gens, c'est difficile, mais majoritairement parlant, à chaque fois que j'étais stressée au début, je me suis rendu compte que, en fil en aiguille, on aime tous, jusqu'à un certain degré, parler de ce qu'on fait dans la vie. Ça occupe nos journées entières. Les gens sont quand même contents. Là, on ne parle pas de raconter des trucs qui sont très sensibles chez certaines personnes, mais majoritairement, notre travail, ça concerne aussi ce que les gens font dans leur quotidien. Donc, ils aiment ça. Puis, il ne faut pas avoir peur. Puis moi, je le garde en tête, oublie pas. Ne sois pas gêné, vas-y, fonce. La personne va aimer ça de parler. Dans les faits, ils décident
de s'ouvrir la bouche. Ils Dans les faits, c'est pas toi qui les oblige. Quand ils commencent à parler puis qu'à se raconter, c'est qu'ils ont fait le pari de te raconter ce que tu leur demandes de te raconter. Puis dans les faits, je sais qu'à un moment donné, on se posait la question, tu sais, genre, est-ce qu'on est voyeur en documentaire, etc. Mais non, la personne qui veut se livrer, elle veut se livrer, puis elle a ses raisons. Puis je veux dire, en quelque part, nous, on est complices de ça, mais tu sais, je veux dire, on ne l'oblige pas non plus, là, tu sais. Une belle expérience récente, Catherine, l'anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure, j'aimerais ça que tu la partages avec la salle parce que je pense que ça vient de t'arriver, c'est tout frais. Oui, ça fait pas longtemps. En fait, c'était pour démontrer à quel point, tu sais, on parlait de passion puis d'amour du métier, mais ça vient aussi, puis tu l'avais bien dit, dans le métier de recherchiste, c'est plein de roches d'or, mais en même temps, c'est plein de déceptions. Dans un même projet, c'est comme... Il faut presque être bipolaire. Là. C'est plein d'émotions en même temps. Puis cette archive-là, je trouvais qu'elle démontrait bien ces émotions en recherche. C'est un documentaire que je fais sur l'histoire d'André Chagnon et la Fondation de Vidéotron, qui est l'arrivée un peu de la télévision par câble. En fait, c'est l'arrivée de la télévision par câble au Québec dans les années 60. J'ai trouvé la photo de la toute première famille qui a été branchée au Québec par câble. Puis j'ai trouvé extraordinaire. Puis là, je m'étais imaginé dans ma tête un scénario de je vais contacter les enfants, essayer de retrouver pour leur jaser. Puis en même temps, ça m'a pris des heures et des heures et des heures à trouver cette image-là. J'ai trouvé par hasard dans des vieux microfilms de bulletins de nouvelles dans le fin fond du Québec. Puis j'étais hyper contente. C'était comme une jouissance folle. Puis finalement, elle ne fera pas partie du documentaire. Puis elle a été écartée pour toutes sortes de raisons. Puis il a fallu que je fasse un deuil de cette image, puis du scénario que je m'étais fait dans la tête, de qu'est-ce que ça aurait pu faire. C'est en 67, c'est ça que je vois? Et regarde comme tout est dans tout. Référendum, Buckingham, la reine, tout. C'était tout scénarisé. Ah, mais c'est ça, mais on parlait de catastrophe et de miracle, c'est ça. C'est ça. Ah, mais ça, c'est un deuil. Mais toi, tu as quand même eu la montée d'adrénaline de te dire « Wow, la perle! » là, tu sais. C'est une drogue. C'est une drogue, quand ça arrive, là, c'est de l'adrénaline pure et dure. Ouais. Puis Le buzz, vous pognez des buzz. Oui, et malgré tout, malgré des fois, je ne sais pas si vous sentez ça, mais moi, je crois qu'il y a des choses qu'on découvre que même si ce n'est pas dans l'œuvre au final, nous, ça fait partie de nous. Nous, ça nous appartient. On a eu ce moment-là, on a eu cette découverte-là, puis ça nous appartient. Tout à fait. Donc ça, c'est précieux aussi. C'est pas perdu. Non. Tout. Oui. Des réactions? Des questions? Des réponses? Des réponses. Ah, on a une question au fond. Je m'appelle Karine Elkoubi, on a travaillé ensemble avec Catherine. Je suis une journaliste à la base, j'ai immigré ici il y a une dizaine d'années, donc c'est vrai que les divisions de métiers ne sont pas les mêmes. Donc j'ai découvert le métier de recherchiste en immigrant ici. Et on parlait d'accès à l'emploi et je voulais peut-être faire du partage d'expérience avec vous et avoir votre réaction là-dessus. Il m'est arrivé une fois qu'on me demande de faire une recherche pour obtenir un contrat. On m'avait approché pour un documentaire et il y avait une autre recherchiste en compétition. Et on dit, on voudrait faire quelques pré-recherches pour savoir avec qui on va travailler sur ce documentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait? On vous a fait passer une audition de recherche? Un casting de recherche. Comme un casting de recherche. C'est ça, comme ça on vous testait. C'était déjà... Non. Pour un projet documentaire, en plus? Non. Non? Non. Et est-ce que ça serait indiscret de vous demander combien de temps ça vous a demandé de remplir ce mandat-là? Ça m'a embêtée, justement. Ça m'a embarrassée et je n'ai pas pour habitude de travailler gratuitement. Parce que je trouve que c'est pas bon pour notre métier, en fait. Donc, j'y ai mis pas beaucoup de temps. D'accord. J'ai mis pas beaucoup de temps. Mais je voulais savoir si c'était une pratique, en fait. Si c'était aussi un moyen pour travailler avec, pour... Nous, ce qui est bien dans notre milieu, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Hein. Hey, travaille avec elle, c'est elle qui a fait telle affaire. Elle a un know-how là-dedans, elle est très, très bonne dans ce... Tu sais, souvent, moi, le téléphone sonne. Fait que je n'ai pas à prendre le téléphone direct, pense à moi. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de bouche à oreille dans le métier. Quand tu as commencé, c'est toi qui faisais les appels. Là, tu es rendu que les gens t'appellent, Nancy, mais quand tu as commencé, comme l'accès à l'emploi, ça demande des méthodes. En fait, des fois, c'est vrai dans ce métier-là où il n'y a pas de formation, vous êtes
c'est à force d'essais-erreurs, d'un contrat à l'autre, qu'on se forme, qu'on se fait une réputation, que les gens nous rappellent. C'est vrai que comment on commence là-dedans, bien, ta suggestion, Catherine, de passer par un stage, c'est d'aller voir les boîtes de production? Je crois que oui. C'est ça, hein? C'est d'aller voir les maisons de production. Mais pour faire du pouce sur la question de madame, peut-être ce qui peut arriver des fois, c'est qu'il y a une différence entre « OK, prouve-moi que tu es capable, trouve-moi tel personnage, fais-moi un rapport de recherche, puis je vais voir qui je choisis entre deux. » Ça, c'est une chose. Par contre, qu'on vous convoque peut-être à une rencontre pour voir si la chimie est bonne avec le reste de l'équipe, ça, c'est autre chose. Ça, tu as déjà vécu ça? Oui, ça peut être de voir, j'aimerais ça te rencontrer parce que je travaille sur tel projet, puis je vais voir si on a la même vision, ou parce que ce que tu disais au début, poser les bonnes questions, bien, ça peut aller dans l'autre sens aussi. La personne avec qui tu travaillerais de concert peut vouloir s'assurer que vous êtes sur la même page. Mais de faire une recherche test, je trouve ça un petit peu limite. Un peu culotté. Je ne sais pas vous, là, mais... Ouais. Oui, en fait, 2 questions. C'était que ça sonnait une cloche quand tu as dit que tu as cherché pendant des heures et des heures et des jours ta photo. Quand tu négocies ton contrat, comment vous faites pour évaluer le temps que ça va vous prendre pour trouver l'information que vous cherchez? D'où la question de comment on fait pour dire, ben oui, ça va être 2 jours, ou finalement, non, ça prend juste 2 jours trouver une affaire. Il y a des choses qui sont comme qu'on a déjà vues, là. Tu sais, je veux dire, des trucs comme ça, j'imagine que c'est sûr que tu devais savoir que ça allait être time-consuming, là. Tu sais, je veux dire... Mais l'objectif n'était pas de trouver cette photo-là. C'était de trouver le maximum d'éléments sur Vidéotron dans les années 60. C'est pour ça que je dis des heures et des heures et des heures, mais c'était plus dans ce sens-là. Mais peut-être tu le sais mieux que moi, combien de temps on fait pour évaluer, parce que moi, je ne le sais pas encore. C'est très difficile. Mais c'est très difficile parce qu'effectivement, à un moment donné, quand tu ne trouves pas, ben, tu reviens vers la production et tu te dis, ben là, ça fait 4 heures là, que je cherche. Est-ce que c'est fondamental? Je veux dire, parce que là, tu les avises, là, tu as une relation avec eux autres, là, dans le sens que tu n'arrives pas avec une facture mirobolante là, pour un item. Mais puis souvent, ils vont dire, ben là, je pense que on va mettre ça de côté pour l'instant. Puis si c'est vraiment fondamental à la fin, on remettra peut-être une couple d'heures là-dessus. T'sais. Puis si je peux amener mon grain de sel, parce que Nancy et Catherine sont beaucoup plus ferrées en recherche d'archives, mais moi, j'ai eu à goûter aux libérations de droit récemment pour des balados que j'ai réalisés. Par exemple, une chanson de Amadou Mariam. Pas simple, parce que là, tout ce qui est l'univers numérique, c'est pas géolocalisable. Donc, il n'y a personne qui a vraiment légiféré entre la SOCAN, la SARTEC, la SODEC, pas la SODEC, mais il y a tellement d'ayants droit, la SODRAC. Après ça, tu as les guildes, tu as les musiciens qui jouaient sur la toune. C'est complexe. Donc ça, il faut le numérique, autant audio que visuel, va demander une autre logique, comme dans tous les autres quarts de métier. Tu as besoin d'une professionnelle. Oui, archive. Ouais. J'ai un flash. Nancy disait en début de discussion, les archives et la libération de droit, là, je pense que... Mais sur le web, c'est une autre réalité que sur les ondes traditionnelles. Non. Mais même les ondes traditionnelles, aujourd'hui, un producteur va te demander presque de libérer tous les droits. Puis quand tu signes un contrat avec Radio-Canada pour un documentaire, un documentaire unique, il y a même VOD, tu sais, genre ils demandent VOD. Ils font rien avec ça, mais c'est quand même sur le contrat. Télé-Québec, ils ont gardé toujours leur mandat éducatif. Puis il faut que tu ailles le marché éducatif dans les contrats que tu négocies avec les fournisseurs. T'sais. Fait qu'au bout de la ligne, c'est pas parce que tu es une télé que c'est juste télé. Parce qu'il y a comme plein de clauses qui demandent d'autres fenêtres. Ouais. Mais j'ai eu un flash parce que je trouve ça bien qu'on puisse donner aussi des trucs. Là. Mais mettons, moi, dans la gestion du temps, comment je fais? Quelqu'un m'appelle et dit, puis pour évaluer le temps, je me pose la question, qui a cette archive ou qui a cette information? Si je réponds en 3 secondes, je sais que l'information, je vais la trouver rapidement. Si ça me prend vraiment du temps, puis je mets un point d'interrogation à côté, puis j'ai aucune idée de où je pourrais trouver soit cette archive, soit cette information, ça me donne un indice que ça va me prendre beaucoup de temps. C'est comme un premier classement que je fais dès le début, quand j'ai le projet entre les mains, de classer qui c'est, puis où c'est, puis qui saurait si moi je ne sais pas. C'est des bons trucs. Merci, Catherine. Et voilà.
est-ce que vous avez déjà eu une demande que là, c'était comme le département des miracles, bonjour, tu sais, quelque chose de complètement difficile ou inaccessible, mais la personne n'en démord pas, puis vous vous êtes quand même lancé dans la recherche? Ben ça, c'était pas pire. Ça, j'avoue que c'était un bon baptême. C'est vrai que ma question ne s'applique pas à toi, Julie Laferrière. Mais j'en ai eu d'autres. Ben, moi, j'ai eu la chance de beaucoup travailler à l'étranger, aussi en amont là, des séries à TV5. En 2005, j'avais été au Bélarus. Et là, tu t'es parachuté. Ben ça, c'était une demande un peu folle. Tu atterris au Bélarus, puis tu espères que la fixure va être là parce que tu ne parles pas du tout le bélarusien. et de me retrouver dans des situations. Mais c'est ça, quand je disais tout à l'heure, il y a des moments qui n'appartiennent qu'à nous. De se retrouver dans une datcha sur la frontière ukraino-bélarusienne avec une Russe qui ne veut pas te laisser partir parce qu'elle veut continuer à jaser. Puis elle est littéralement dans le cadre de porte, là, puis elle ne veut pas te laisser partir. C'est à la fois magnifique, mais en même temps, tu essaies de faire comprendre, tu essaies de faire du limbo en dessous de son bras pour sortir. Mais ça, c'est des demandes. C'est va nous chercher. La demande, c'était ça. C'était Hélène Choquette qui réalisait, puis elle a dit, il faut que tu ailles trouver des personnages. Et là, tu pars à la recherche au trésor, puis tu espères revenir avec... Donc ça, c'était une demande, c'est un exemple, mais il y en aurait 1000. Là. C'est celui qui me vient en tête. Parce que c'est ça que ça amène la recherche aussi. Tu peux aller en faire sur le terrain. Ça peut t'amener dans plein de contextes différents. Toi, Nancy, est-ce que tu as dû, à un moment donné, rejoindre au téléphone des rois ou des reines? Ou est-ce que tu as été... Raconte-nous une situation où on t'a demandé de trouver une archive avec quelqu'un qui était totalement inaccessible. Quand on a fait l'entrevue avec Lula, ça a été quelque chose. Ah, une entrevue avec Lula, quand même. Lula... raconte-nous un peu. C'est parce que dans les faits, il y a beaucoup de gens qui pensent que le documentaire, c'est comme c'est un reportage. Fait que, tu sais, Jean Tobeau essayer d'expliquer que toi, tu fais un documentaire, tu ne fais pas un reportage, que tu as besoin de temps avec le président. Puis là, tu sais, je veux dire, ben, pourquoi tu as besoin plus de temps? Fais le point de presse avec Laurent. Oui, mais nous, on fait un documentaire sur lui, là. Il nous le faut, tu sais, plus en... Puis, tu sais, j'ai vraiment fait tous les téléphones possibles et imaginables. Ça t'a pris combien de temps? Écoute, on est allé 3 fois au Brésil, puis il avait annulé l'entrevue, là, parce que situation politique, on était allé à un moment donné après le premier tour, puis là, il pensait rentrer tout de suite, puis finalement, non, il est obligé de commencer à travailler ses alliances pour le deuxième tour. Alors là, nous, notre entrevue, elle a comme complètement sauté, fait qu'on est revenu sans entrevue, tu sais. Mais j'ai parlé à la bonne personne qui a compris qu'est-ce qu'on faisait, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui a déjà été président d'Embrafin, qui a dit, oui, un documentaire, c'est différent d'un reportage. Puis moi, je vais faire en sorte qu'il sache ça. Alors, on a eu notre entrevue. Wow. C'est moi qui ai fait l'entrevue. Wow. Je suis bien contente. Ah. Merveilleux. Moment de grâce. Merveilleux. Oui. Oui. Wow! On a fait plusieurs copies. Ah oui! Je vous fais faire des montagnes russes, là, parce que du moment de grâce, là, c'est quoi le côté le plus ingrat de ce métier-là, dont il faut se protéger, apprendre à avoir une certaine distance pour continuer à être heureuse dans ce métier-là? C'est quoi le côté le plus ingrat avec lequel il faut composer? Moi, je trouve... Excusez-moi. Vas-y, je trouve que c'est quand tu commences, c'est parce que tu fais la recherche, tu scénarises un peu la recherche, puis là, tu es déjà en train de prendre rendez-vous avec les personnages. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais plus tard. Puis là, c'est dans ça que c'est très difficile. On revient... Parce que le personnage peut dire, moi, je me suis entendu avec Mme Marcotte sur quelque chose, tu sais. Et des fois, c'est pas vrai, tu sais, ou des fois, on s'est mal compris. Fait que moi, je trouve que ce moment-là, là, c'est un moment difficile. C'est un moment où moi, souvent, je pédale parce que quand on me dit, ben là, il nous a dit qu'il n'était pas plus disponible que 4 heures. C'était quoi cette affaire-là, tu sais? Alors, c'est à ce moment-là ou dans cet intervalle-là du moment de passation, si on peut dire, au réalisateur. À l'équipe qui va aller là, au fixeur, etc., des fois, souvent, il y a des problèmes. Okay. Mais c'est super intéressant parce que, tu vois, moi, c'est à peu près la même chose, mais c'est
après. C'est-à-dire que moi, les moments de grande douleur que j'ai eus, parce que vous voyez, on est des personnes quand même intenses, puis tu demandais au début, est-ce que ça t'empêche de dormir des fois? Bon, moi, les moments que j'ai trouvé le plus difficile dans ce métier-là, c'est que tu as convaincu quelqu'un de participer à un documentaire, mettons que tu as plusieurs personnages, puis que pour des raisons X, il est coupé au montage. Puis là, l'émission va être diffusée. Puis tu sais que la personne, elle va regarder l'émission, puis qu'elle ne se verra pas. Puis là, toi, par souci éthique, tu l'appelles. Tu lui expliques que c'est pas parce qu'elle était pas bonne, que c'est parce que ça a pris une autre direction, puis qu'il a fallu faire des choix. Mais ça, moi, ça me brisait le cœur. C'est toi qui fais ça? Ben moi, je le faisais. On n'est pas obligé de le faire parce que, par la force des choses, quand on approche, puis ça, c'est peut-être un truc aussi, puis on peut se donner des trucs que moi, je donne quand je donne la formation, là, le conditionnel, la conjugaison au conditionnel est votre meilleur allié. Parce qu'à partir du moment où vous conjuguez au futur puis que vous vous faites miroiter des promesses, bien, la personne va être triplement déçue. Mais si tu conjugues au conditionnel, tu laisses toujours la possibilité que ça se peut que ça tourne autrement, que ça se peut qu'il y ait une ligne éditoriale qui change. Donc ça, déjà, moi, je faisais attention à ça. Je disais, tu prépares les gens qui ne seront peut-être pas dans le film. Oui, que le documentaire ou que on aimerait faire cette entrevue-là avec vous ce jour-là, au cas où ça changerait. Là, une fois que le tournage une fois que l'entrevue est faite, merci d'avoir participé, puis on va vous tenir au courant de comment les choses se dirigent, parce que ça peut créer des grosses déceptions. Puis moi, je te dirais que c'est ça, le côté de ce métier-là que je trouve le plus difficile, de créer de la déception après avoir demandé tant, parce qu'on demande. Oui, on demande. Tellement pareil, mais je ne sais pas si j'ai le droit à raconter cette anecdote-là, fait que je vais le faire. Je sais que c'est pas tout à fait du documentaire, mais pour un magazine jeunesse, c'est une course entre enfants, et c'est une course à travers le Canada où c'est des familles qui doivent faire des défis. Okay? C'est une émission qui passe en ce moment, et on est rendu à plusieurs saisons. Et dans la deuxième saison, il y avait 10 épisodes. Chacun des épisodes était dans une ville différente, et on convainquait tout le monde dans ces villes-là de participer, des lieux d'accueillir. Puis des fois, ça nécessitait que le lieu soit fermé au public pendant une journée entière, puis les gens n'étaient pas payés, puis de faire des animations, tout ça. Et quand ils sont revenus du dernier shoot, de la finale avec les 2 familles qui étaient à Halifax, revient à Montréal, et ils ont perdu les cartes au complet du show. Et là, il a fallu tout re-shooter, la finale avec les familles, re-shooter tous les lieux, re-shooter la course au complet. Ils n'ont pas eu le choix, il manquait les cartes pour la finale. Donc ça reste entre nous. Hein. On est entre familles. Ça ne sortira pas d'ici, ça va juste être sur YouTube, mais c'est pas grave. La raison que toi, il a fallu que tu rappelles tout ce monde-là. Exactement, pour leur dire coucou, on oublie. Mais pourquoi j'aime cette anecdote-là? Pour 2 raisons. 1, quand tu es dans la merde, les gens veulent t'aider. Ça, là, c'est vraiment un conseil que souvent, quand tu fais pitié, c'est pas ça que je veux dire, là, mais quand tu dis « Oh mon Dieu, c'est tellement, là, on est pris, on ne sait pas quoi faire, accepteriez-vous? » Des fois, il faut jouer un peu de violon. Puis souvent, ça fonctionne parce que les gens veulent aider les autres, généralement, de façon générale. Je sais que vous aimez les chats. Je vous ai vu sur Facebook. Minou est mort la semaine dernière. Tu es démasquée, Catherine. Mais l'autre affaire que j'aime ça, c'est que dans ces moments-là, toute la production se mobilise, puis on est comme en gestion de crise. Puis, tu sais, je vous rassure tout de suite, il y a eu des assurances qui sont rentrées dans le cas. Puis, c'est à ce moment-là que tu te dis, coudonc, on ne sauve pas des vies, là. Tu sais, on s'est tous dit ça ensemble, puis on s'est tous dit, coudonc, c'est pas la fin du monde, là. C'est un show jeunesse pour amuser les gens, on fait du divertissement. On apprend des choses à des gens aussi. Que ça soit pas parfait, c'est pas grave. Puis on a essayé de faire comprendre ça à tout le monde, puis même aux familles, que l'objectif, c'est l'exercice, c'est pas tant le résultat. Puis ça a fonctionné. Belle histoire, vraiment. Incroyable. Une autre affaire que Julie disait, oui. Ce qui est plate, c'est que toi, tu as agi avec beaucoup de diplomatie, puis des fois, comme le réalisateur ou la réalisatrice n'a pas nécessairement la même diplomatie, puis a fait virer l'affaire. Ça arrive, ça m'est arrivé. Puis tu sais, t'as beau expliquer, puis dire, ben, cette personne-là, il faut que tu fasses bien attention, ou tu dis, cette personne-là, c'est une éminente primatologue, il faut que tu la prennes avec des pincettes, il faut que tu considères que ça te fait un privilège d'aller tourner là.
Puis ben, la personne en question, qui était mon réalisateur, l'a pris comme presque une assistante en disant combien il y a de singes, etc. Fait qu'elle a fermé la porte. Et ça peut arriver aussi. Ouais. Déplacer des rendez-vous 4-5 fois. À chaque fois qu'il faut que tu rappelles, tu te dirais, je suis tellement désolée, on doit encore déplacer. Ça arrive souvent. Souvent. C'est là que l'ami conditionnel revient. Tout à fait. Et c'est là que des fois, on dort moins bien la nuit. Alors, ben, vous aurez compris que c'est pas un métier de l'ombre, pantoute. C'est vraiment, quand on parle du métier de recherchiste, c'est incroyable, toutes les facettes, tout ce que ça vous fait vivre, mesdames. C'est vraiment fabuleux. Je trouve que c'est un métier passionnant. C'est totalement inspirant. Puis peut-être je prendrai une dernière intervention de la salle, sinon je pense que peut-être un petit mot de la fin. Avez-vous envie de saisir cette occasion? Vous avez été tellement généreuse et vous avez partagé tellement de belles choses avec nous que... Bien, c'est un plaisir. Moi, c'est peut-être une déformation de formatrice, mais je ne sais pas si devant nous, il y a des gens qui sont intéressés par ce métier-là ou qui le pratiquent déjà ou qui pratiquent d'autres métiers puis qui aimeraient peut-être intégrer ça. Moi, je dirais que c'est un métier qui a 1000 visages. Puis, on peut vraiment le modeler, le transformer de plusieurs façons. C'est super riche. Et le faire à sa façon aussi un peu, avec ses forces. Exactement, oui. Voilà. C'est tellement beau. Ça va être ça. On va se laisser là-dessus. On vous remercie infiniment. Merci. Merci à vous trois, vraiment. Hey, merci, Colette. C'était super. Merci. Merci à Colette. Ouais.